bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Bénédicte Linard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la nouvelle ministre de la Culture, des médias, de la petite enfance et du droit des femmes. Exactement. Vous êtes la seule écolo de ce gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on va essayer d'abord de faire connaissance avec vous, parce qu'à Bruxelles, on vous connaît peu. En Wallonie, vous êtes déjà plus connue, mais en fait, vous êtes à 50% bruxelloise. Exactement. J'ai passé la moitié de ma vie à Anderlecht. Je suis anderlechtoise. Mon corps est encore un peu Anderlecht, je dois bien l'avouer. Vous êtes supportrice du club de foot aussi? C'est une bonne question. J'en parlais justement avec un collègue qui me disait, je disais, si je me retrouve quand même dans un stade de foot, Anderlecht Standard, je pense quand même, je serais pour Anderlecht. Ah ben quand même, c'est déjà pas mal. Et vous avez été prof de français en fait. Et j'ai enseigné aussi à Anderlecht par la suite, donc professionnellement parlant, pendant 6 ans. Je suis retournée dans l'école où j'avais été élève et j'ai enseigné du français à des élèves de tous les niveaux. Alors vous étiez au sein de ce qu'on appelle la FEF Connection, finalement la bande à Jean-Marc Nollet, parce qu'il y a beaucoup de gens chez Écolo qui viennent de cette structure des étudiants francophones. C'est une pépinière ou bien c'est du népotisme? Je dirais que c'est une suite logique. Je vois que les étudiants qui s'investissent à un moment donné, qui s'engagent dans un combat, souvent c'est à partir de l'enseignement supérieur, à partir de cet âge-là. Cet engagement, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de leur ADN. Et donc, dans leur vie, ils continuent par la suite à porter un engagement, parfois en politique. Alors, vous êtes, je le disais, la seule représentante écolo au sein de ce gouvernement. Donc, vous aviez participé aux négociations. Vous étiez d'ailleurs la seule femme. Oui. Et la seule à moitié bruxelloise aussi, tous les autres étaient wallons. Alors, le fait que le CDH ne soit plus dans la majorité, est-ce que ça peut avoir une influence sur l'éducation au Parlement, en Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple sur les heures de cours de religion et de morale et de citoyenneté et philosophie? Chaque fois qu'il y a une nouvelle majorité, fatalement, chacun met un petit peu de son projet dedans. Maintenant, il y a des débats qui se passent au Parlement et nous, on est persuadés, en tout cas, et c'est cette façon-là que j'imagine de travailler, que la plupart des matières doivent se travailler en concertation, que ce soit avec des personnes à la majorité, mais surtout avec les secteurs, avec les acteurs concernés. Et si l'opposition, à un moment donné, a envie de se joindre à un débat, je pense que c'est intéressant qu'ils puissent s'y joindre. Donc il n'y a pas de tabou sur n'importe quel sujet, même s'il n'est pas dans la déclaration gouvernementale? On l'aborde un petit peu, puisqu'il y a un groupe de travail sur ce point-là précis qui est prévu au sein du Parlement. Et donc, c'est au sein de ce cénacle que les choses vont se discuter pour la suite. Vous n'avez pas d'idées préconçues, par exemple, sur ces matières-là? J'ai appris à ne jamais avoir d'idées préconçues. Je trouve que ce n'est pas très utile. J'ai parfois des idées, effectivement, mais je préfère les partager, les concerter et voir ce qui sort de la concertation. Alors, je ne sais pas si en culture, ça va être la même chose, parce qu'en culture, il y a toujours beaucoup d'attentes. La ministre de la Culture, tout le monde demande beaucoup plus d'argent. Et là, quand même, vous avez parlé d'une nouvelle direction dans la déclaration gouvernementale qui était plutôt au profit des artistes. C'est ça qu'on a l'impression. Est-ce que c'est juste de dire que ce sera plus centré sur l'artiste que précédemment? On a un accord sur la culture qui est très large, qui est fort et qui, pour la première fois, allie culture et médias chez la même ministre. Donc c'est quelque chose qu'on va développer. C'est pas la première fois, hein, puisque Fadila Lanan, pas la première fois, lors de la première législature, elle était déjà culture et audiovisuel. Voilà, on est de retour avec une alliance forte entre ces deux matières. La question du statut des artistes, même si le statut en tant que tel se décide au fédéral, est importante. Aujourd'hui, on a besoin des artistes dans notre société et de tous les acteurs culturels pour pouvoir répondre à ce que j'appelle la crise démocratique. Et donc, j'estime aujourd'hui qu'on est en danger au niveau de la démocratie. On voit qu'il y a de plus en plus de repli sur soi, qu'il y a des populismes, il y a de la mésinformation. Et donc, la culture est un levier important pour pouvoir émanciper de manière individuelle et collective et préserver la démocratie. Vous savez que les artistes attendent un statut depuis longtemps. Alors, ça ne dépend pas que de la Fédération Wallonie-Bruxelles, bien sûr. Est-ce que là, vous allez les aider à accéder à un statut digne? En tout cas, c'est ce qu'on prévoit dans le texte, c'est de pouvoir soutenir cette idée de statut. Maintenant, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour soutenir les artistes. Ceux qui débutent... Par exemple par exemple, le fait de
promouvoir l'exception culturelle, faire en sorte de se poser la question, est-ce que les nouveaux artistes n'ont pas besoin de soutien spécifique? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de simplification administrative, d'information sur leur réalité? Donc il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour aider les artistes. Et via aussi la proximité, les centres culturels, il y a quelque chose à jouer à ce niveau-là. Les bibliothèques aussi, vous avez les bibliothèques insisté sur les aussi, bibliothèques, tout à fait. sur le rôle des bibliothèques. Et les grandes institutions culturelles, là on parlait d'un peu serrer la ceinture dans les grandes institutions culturelles et de mieux surveiller les mandats et la hauteur des mandats des patrons. Exactement. Et la question de la transparence oui. sur les mandats est quelque chose d'indispensable dans notre société. Ce n'est pas normal qu'on garde cela caché. Et la question des institutions sera rediscutée ensemble. L'idée n'est pas de venir imposer d'une tour d'ivoire politique certaines choses, mais de voir comment est-ce qu'on avance tous ensemble dans ce secteur culturel. C'est un peu le schéma du pacte d'excellence que vous voulez réitérer sur la culture? Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que le pacte d'excellence est une énorme réforme, mais il y a des alliances à créer entre culture et médias et entre acteurs culturels, tout comme entre télévision locale, la RTBF, entre télévision elle-même. Il y a des alliances à créer pour pouvoir porter plus loin cette idée de préservation de la démocratie, mais aussi d'émancipation via la culture. Alors, petite question d'actualité sur l'art. On a vu devant la galerie Bogart une croix gammée en vitrine. Alors, on se demande si c'est de la provocation de la culture. Ça s'appelle « Et Dieu créa Adolf Hitler » et on voit une grande croix gammée. Quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. 1. Il faut interdire cette œuvre. 2. C'est de l'art provocateur. 3. Pourquoi en vitrine? Alors, je n'ai aucun souci avec la provocation, à condition qu'il y ait un objectif derrière. Et donc, je dirais, une œuvre a le droit d'exister, à condition que le dialogue que ça initie un dialogue derrière et que ça pose les bonnes questions et que ça permette d'initier un dialogue avec les gens qui vont découvrir cette œuvre. Et donc, je n'ai aucun souci donc avec la provocation. C'est sans doute provoquant, mais est-ce qu'il n'est pas pertinent aujourd'hui d'être un petit peu provoquant sur la question de la démocratie? Mais en prévoyant derrière un débat, une conférence ou autre chose. Donc ce sera avec les chemins de la culture PS de Kuckelberg, parce que c'est lui l'artiste en fait qui a fait cette œuvre. Alors, petite enfance, c'est important, ça dépend de vous aussi. Alors, au niveau fédéral, on a décidé que l'âge serait 5 ans, l'obligation scolaire, mais maintenant il y a des idées que ça diminue à 3 ans. Est-ce que vous êtes favorable à cela? Alors, l'intérêt d'un âge avancé pour entrer à l'école, c'est le fait que des enfants se retrouvent dans un groupe et peuvent déjà socialement rencontrer d'autres personnes. Donc, a priori, on n'a jamais été contre. Maintenant, la question de la petite enfance vient encore avant et après 3 ans, c'est déjà l'école. Ce qui nous paraît essentiel aujourd'hui, c'est aussi de faire le lien entre les milieux d'accueil et le continuum, en fait, le bien-être des enfants de l'un à l'autre. On va parler des milieux d'accueil et des moins de 3 ans, mais encore un mot sur démarrer à 3 ans. Pour vous, est-ce que c'est important que tous les enfants se retrouvent ensemble dès 3 ans ou bien est-ce que c'est bien d'attendre 5 ans ou est-ce qu'il faut le faire graduellement? C'est important de permettre de le faire. Mais pas de le rendre obligatoire nécessairement. C'est à réfléchir. A priori, l'important, c'est que les enfants puissent se retrouver avec d'autres enfants. Vous ouvrez beaucoup de portes. Hein? Mais c'est comme ça que j'aime travailler. Et c'est comme ça que j'ai travaillé quand j'étais échevine pendant 4 ans. Et ouvrir des portes, ça amène parfois à plus de résultats que de partir avec des idées fermées ou préconçues. Oui. Alors, est-ce qu'il y a assez de place en crèche et de place en milieu d'accueil pour les moins de 3 ans, donc, à Bruxelles, par exemple? Est-ce que vous avez déjà une idée? Vous venez d'arriver, hein, je sais. Mais est-ce qu'on a déjà une idée précise des places ou bien est-ce qu'il faut faire un cadastre? C'est important de pouvoir avoir une vue réelle de ce qui se passe par bassin. En fait, les réalités sont un peu différentes entre différents bassins. La réalité du Luxembourg n'est pas la même, par exemple, que la réalité de Bruxelles. Et donc, avoir une vue précise des besoins, c'est évidemment une bonne base pour pouvoir par la suite répondre et donner des solutions face à ces besoins. Alors on se plaint souvent des moyens financiers qui sont assez petits à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'on a les moyens de créer encore davantage de places? C'est indispensable de créer des places. Et donc oui, on a prévu quelques moyens pour aller plus loin. Le plan Sigone 3 montre le chemin. Il faut maintenant trouver du financement et ce n'est pas impossible d'avoir un certain financement pour ouvrir des places. Alors la question subsidiaire sera sur les médias, hein, puisque vous êtes ministre des médias. Vous l'avez entendu hier soir au conseil d'administration de Brutélé, c'est-à-dire les communes qui utilisent, vous,
comme opérateurs, ont décidé de bloquer finalement la vente de vous. Est-ce que la ministre des Médias peut intervenir dans un cas pareil ? La ministre des Médias a moins de prise, évidemment, que le ministre des Pouvoirs locaux. Par contre, il est évident que ce qui se passe là, c'est du chaos derrière une opacité qui est inacceptable. Donc je comprends que Bru Télé, qui en même temps représente l'intérêt des communes, puisse revendiquer le droit d'avoir une vue claire sur ce qui se passe. Oui, mais sinon, de manière générale, ce genre de rôle que jouent les pouvoirs publics de faire quand même un média ou un rôle d'opérateur privé, est-ce que ça vous semble normal ou est-ce que ça, il faut revoir aussi à l'avenir? Donc, ce qui nous interpelle beaucoup aujourd'hui, c'est que, par exemple, pour le journal L'Avenir, il y ait une garantie de pluralisme et d'indépendance journalistique. Et donc, il y a des solutions mises sur la table qui viendront sans doute plus de la région ou même de la rédaction elle-même. Qui devront être étudiés et mettre en place. Mais il est important, et c'est le soutien que je peux apporter, de trouver une solution qui garantisse l'avenir de l'avenir. Oui, mais donc l'idée, c'est que c'est quand même un opérateur privé qui a plus de chances de garantir l'avenir de l'avenir, comme vous dites, qu'un opérateur semi-public comme était Enodia ou Netis. C'est certain que la situation de Netis est loin d'être idéale, est loin de là. Et aujourd'hui, il y a des balises qui ont été mises en place pour que ça n'arrive plus. Et donc, clairement, c'est toujours mieux que le politique ne doive pas, ou le public ne doivent pas être le seul à porter ce genre d'activité médiatique. Par contre, je le répète, la pluralité et la diversité des médias est aussi importante en termes de démocratie. Et donc l'indépendance, le pluralisme, c'est une ligne qu'on doit garder. Et si le public doit jouer un rôle pour permettre ça, alors le public doit jouer un rôle. Merci Bénédicte Linard d'être venue nous expliquer tout ça sur BX1. Demain, je recevrai votre collègue Caroline Désir. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.